Attentat en série en Belgique et en France où pour la première fois les cellules communistes combattantes ont frappé. Les otages français du Liban, la piste qui passe par Nadi Berri semble se préciser. Fin du voyage de François Mitterrand aux Antilles, en Guadeloupe, il insiste sur les bienfaits de la régionalisation. Cinéma, le premier rôle et la réussite de Charlotte Gainsbourg devant la caméra de Claude Miller. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le terrorisme revient à la une ce soir après la série d'attentats commis aujourd'hui en Belgique et en France, où pour la première fois les cellules communistes combattantes ont fait exploser une bombe à Versailles. Comme à Gand, où une autre bombe a explosé, c'était l'OTAN qui était visée. Mais l'attentat le plus grave est celui du palais de justice de Liège, où une personne a été tuée et 2 autres gravement blessées. Véronique Bonnet. Il était un peu plus de 15 heures au palais de justice de Liège. L'ensemble du barreau était présent pour la cérémonie de rentrée quand la bombe explosa à quelques mètres de la salle de réunion, provoquant la panique et la mort d'une personne qui n'est toujours pas identifiée. Il y a 2 autres victimes gravement blessées. Cet attentat, le plus sanglant des 3, n'est toujours pas revendiqué. Il aurait pu viser le vice-premier ministre et ministre de la Justice, M. Jean Gol, qui devait se rendre cet après-midi au tribunal de Liège. Plus tôt à l'aube ce matin, 2 autres attentats ont visé le réseau de pipeline européen de l'OTAN. Le premier, dirigé contre l'oléoduc militaire de Gand, a été revendiqué quelques minutes avant l'explosion vers 4 heures par les cellules communistes combattantes. C'est la seconde fois que les CCC s'attaquent à ce réseau qui alimente toutes les unités de l'OTAN en Europe et particulièrement les bases où sont installés les euromissiles. Pas de victimes mais des dégâts importants qui ont interrompu le trafic pendant quelques heures. Une demi-heure plus tard, en France, à Versailles, une autre bombe explosait au CEA, l'organisme qui gère tous les oléoducs de l'OTAN, aussi bien pour l'Europe que pour le Canada et les États-Unis. Les dégâts matériels, là encore, sont importants, mais ne mettent pas en cause le fonctionnement du réseau. Ce dernier attentat a été revendiqué à 2 reprises ce soir par les CCC, qui ont précisé qu'il a été commis par un groupe communiste internationaliste. C'est le premier effectué par eux à l'étranger. Les actions terroristes connaissent un nouveau regain en Europe depuis l'année dernière. Et en même temps, on voit se dessiner plus nettement les contours d'un réseau de l'euroterrorisme. Ses représentants les plus connus sont la fraction armée rouge en Allemagne, en France, Action Directe, et en Belgique, les fameuses cellules communistes combattantes qui ont frappé donc une nouvelle fois aujourd'hui. Hélène Rizacher. Et c'est en Belgique que se rencontrent ces groupes. Dans ce pays aux frontières poreuses où les terroristes se réfugient facilement, est né le dernier mouvement important, les cellules communistes combattantes. Leur signature, de la gomme F-15, un plastique très puissant, volé dans une carrière près de Bruxelles le 3 juin 1984. Depuis, les CCC ont revendiqué 27 attentats. Leur cible essentielle, l'OTAN et tous ses collaborateurs. Anti-impérialistes, les CCC dénoncent le déploiement des euromissiles. Et en décembre 1984, ils frappent fort, 6 explosions simultanées contre les pipelines de l'OTAN. Un attentat du même type que celui d'aujourd'hui. Leur seule action meurtrière jusqu'à présent, le 1er mai 1985, lorsque 2 pompiers trouvent la mort dans l'explosion d'une voiture piégée. L'avertissement donné par le groupe terroriste est arrivé trop tard. L'une des caractéristiques du groupe est en effet de prévenir avant les attentats afin d'éviter de faire des victimes. Mais ce 1er mai marque aussi un virage dans l'action du groupe. L'attentat visait non plus l'OTAN, mais le siège du patronat belge. Désormais, l'éparpillement des objectifs empêche toute surveillance vraiment efficace. Cette cache d'armes, découverte en août dernier par les enquêteurs belges dans un appartement de Bruxelles, est le seul élément positif récent dans la lutte antiterroriste. Peu après, une jeune femme a été arrêtée. Ce soir, dans leur lettre de revendication très détaillée comme à l'accoutumée et accompagnée d'une photo de chaque cible, les cellules communistes combattantes annoncent la fin de leur campagne contre les oléoducs de l'OTAN, ce qui ne signifie nullement que ces terroristes se mettent à la retraite. Les otages français du Liban, la piste dont nous parlions avant-hier se précise peut-être. Israël vient de libérer Tony Abou Ghalem, un chrétien militant du mouvement Hamal. Il vient de retrouver Nadi Berri à Beyrouth. Cette libération, du reste, est peut-être en rapport avec le voyage en Israël que Roland Dumas entreprend après-demain. En effet, le chef des chiites Hamal, Nadi Berri, avait rappelé il y a déjà quelques jours à Jean-Charles Degnaud que pour lui, le sort de Jean-Paul Kaufmann et de Michel Seurat restait lié à la libération de ces militants détenus par Israël. J'ai essayé, parmi la crise, de sauver les otages français. Et j'ai impromis des kidnappeurs qu'ils ont accepté de libérer M. Kaufmann et M. Le Soir, les 2 personnes, les 2 journalistes français
de libérer le jour même où les gens d'Atlit, tous les gens d'Atlit vont être au Liban. Malheureusement, les Israéliens, on n'a pas accepté de libérer deux personnes, Naami Hachem et Tony Abu Ghanem. Cette déclaration de Nabi Berri vendredi dernier nous a paru surprenante, vraiment surprenante. Nous pensions que cette piste au sud Liban était abandonnée depuis plusieurs mois, depuis juin exactement, lorsque les détourneurs de l'avion de la TWA avaient revendiqué la libération de Tony Abu Ghanem et de Naami Hachem pour relâcher leurs otages. Nous avons donc décidé d'enquêter au sud Liban autour de cette fameuse prison de Kiam. Nous avons d'abord rencontré le général Lahad qui commande l'ALS, l'armée du Liban Sud. Il nous a affirmé ne pas détenir ces deux personnes dans ces prisons. Nous avons aussi rencontré un prêtre maronite très influent dans la région, le père Mansour. Nous lui avons présenté les revendications de Nabi Berri et l'importance qu'elles revêtaient pour la libération des deux otages français, Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. Il nous a promis de faire ce qu'il pourrait. Résultat de cette démarche ou pure coïncidence, Tony Abu Ghanem, 4 jours plus tard, regagnait Beyrouth. Quant à Naami Hachem, Alain Ménargue, correspondant de France Inter à Beyrouth, a acquis la certitude qu'il était décédé lors d'une opération de commando au sud Liban il y a plusieurs mois. La piste autour de Nabi Berri semble donc avoir avancé aujourd'hui. La balle est maintenant dans son camp. Elena Bonner, la femme de l'académicien soviétique Andrei Sakharov, reçue tout à l'heure en audience privée par le pape Jean-Paul II à Rome. Madame Bonner, autorisée à quitter l'URSS pour recevoir des soins, quittera l'Italie demain pour se rendre aux États-Unis. Et puis la Grande-Bretagne devient officiellement le premier allié des États-Unis à s'associer au programme IDS lancé par Ronald Reagan. L'accord vient d'être signé à Londres par le ministre américain de la Défense Caspar Weinberger et son homologue britannique. Les États-Unis considèrent cet accord comme un premier pas et comptent bien convaincre ensuite d'autres partenaires, notamment l'Allemagne de l'Ouest qui doit se prononcer prochainement. Dernière journée du voyage de François Mitterrand aux Antilles, il était aujourd'hui en Guadeloupe où il prononcera tout à l'heure son dernier discours dans la mairie communiste de Pointe-à-Pitre. Des dernières 24 heures de cette visite, on retiendra l'appel lancé par le président de la République à la minorité indépendantiste pour qu'elle renonce à la violence, et puis on retient aussi qu'il admet l'expression d'une identité régionale, mais dans le cadre de l'unité républicaine. Sur place, en Guadeloupe, le compte-rendu de Michel Naudy. Comment expliquer aux hommes d'ici, pris à la gorge par l'urgence, qu'il faut encore savoir attendre? C'est un peu le pari de François Mitterrand, qui tout au long de sa visite n'a cessé d'entendre le long catalogue des espérances déçues, la litanie de tout ce qu'il reste encore à faire. Certes, le président de la République n'était pas un voyageur sans bagage. La décentralisation accélérée et le plan morois de développement avaient ouvert sa route. Mais de potions magiques, point. De remèdes miracles, pas davantage. La transition sera longue du néocolonialisme à l'égalité et l'on peut comprendre l'origine de certaines exaspérations. Les comprendre sans pour autant les approuver. Et François Mitterrand a été on ne peut plus clair dans sa condamnation de l'activisme, de la violence pour la violence. Pour autant, il ne faut rien exagérer. La Nouvelle-Calédonie est plus éloignée des Antilles qu'on ne le dit parfois et les élus de l'île, dans leur diversité même, ont manifesté un rejet commun de l'action minoritaire. Et sur ce point au moins, le président de la République va pouvoir regagner d'autres rivages un peu rassurés. Bonne chance. Bienvenue chez nous. À l'issue de ces 3 jours de voyage aux Antilles, 2 constatations s'imposent. La première, c'est que ce déplacement a été largement parasité par l'affaire Fabius qui en a minoré la portée. Ensuite, que si ce voyage n'a pas été l'occasion d'annoncer des mesures très spectaculaires, c'est que la démarche politique a primé. Une démarche qui a posé en préalable le règlement des questions de décentralisation institutionnelle avant le règlement des questions économiques et sociales. Une démarche qui tente enfin de concilier les aspirations des Antillais avec leur maintien dans la République française. Reste à faire le plus difficile, autrement dit s'attaquer aux racines du mal.
Et puis en marge des discours et des entretiens officiels, François Mitterrand a également discuté avec beaucoup d'habitants de la Guadeloupe, proches ou non de sa politique et de ses idées. Marc Mémon en a rencontré quelques-uns et tous, en tout cas, témoignent de l'intérêt qu'ils avaient pour cette visite. Il faisait bien chaud aujourd'hui à Anse-Bertrand et à Saint-François, 27 degrés, ciel de plomb entre les averses que l'on espère. On attend aussi le président, ils sont tous là, les notables sur leur 31, photographes et journalistes responsables de services d'ordre. Les habitants aussi attendent, ils sont en congé, ceux qui travaillent seront payés, les écoliers reprendront le chemin de l'école demain. Aujourd'hui, c'est jour de fête, même si l'on se trouve dans le fief guadeloupéen de l'opposition, celui de José Moustache, président RPR du conseil régional. C'est la première fois que je la vois. Vous allez lui serrer la main? Si je la trouve, je vais lui serrer la main. Si je fais un rencontre avec lui, je vais lui serrer la main. Même l'embrasser, pourquoi pas? Il est resté encore sur le perron et puis il n'est pas descendu dans la foule. Peut-être que vous l'avez bien accueilli ou... Oui, Oui, mais quand même, cela ne nous a pas suffi étant comme en soi. Et il a dit des choses intéressantes à votre avis? Oui, très intéressant. Il a très bien répondu au président Moustache. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'il a dit? Eh bien, c'est au point de vue de la décentralisation qu'il a parlé, du développement de la pêche qui est fort intéressant pour la commune de Port-Louis dans Bertrand, et puis l'irrigation de la Grande Terre. Ce sont 3 points très importants pour nous. Si les anciens restent profondément attachés au respect de l'institution présidentielle, les jeunes, eux, se sentent plus libres pour exprimer leur révolte, en particulier sur les questions qui sont cruciales ici du chômage et des inégalités des salaires. Les gens, ils sont moins payés qu'en France. Vous le savez, ça. Les gens, ils sont moins payés qu'en France. Surtout les travailleurs qui ne sont pas dans l'administration. Ceux qui sont dans l'administration, ils ont un pourcentage, vous le savez, ça. Mais ceux qui travaillent le plus dur, c'est eux qui gagnent moins, et c'est ça, moi je trouve, l'injustice, quoi. Le système, c'est ça, je suis pas d'accord avec le système. Non, 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 je suis pas pour l'indépendance. Mais je suis pas contre non plus, parce que, vous savez, quand un peuple sait qu'il est colonisé, c'est dans la tête, ça se passe après. Elles ont volé. La grande affaire politique de la semaine, le trouble de Laurent Fabius après la rencontre Mitterrand-Jaruzelski continue d'alimenter beaucoup de commentaires. Celui de Georges Marchais ce soir est assez différent de ce qu'on a entendu jusqu'ici sur le thème du divorce Mitterrand-Fabius. Le numéro 1 du Parti communiste français était il y a un instant l'invité de Face à la 3. Voilà, j'ai un doute sur le sérieux de ce qui vient de se passer là. J'ai un doute. Vous croyez que c'est un coup? Je crois que c'est un coup. Je crois que c'est un coup politique, mais qui succède d'ailleurs à toute une série de coups. Si c'était si important que cela, Laurent Fabius aurait donné sa démission. S'il avait été tellement touché, il aurait dû démissionner, mais il n'a pas fait. Avant même de converser avec François Mitterrand, il a annoncé ça n'aurait pas de suite. Donc c'est très clair. Ça me donne à penser qu'au fond, on est en train de préparer la cohabitation. C'est-à-dire d'essayer de faire la démonstration, pas d'essayer, de faire la démonstration, par la pratique, qu'il peut y avoir un président de la République ayant une position sur un problème politique donné et un Premier ministre qui aurait une autre position. Pour la première fois depuis 15 ans, la CFDT ne donnera pas de consigne de vote à ses adhérents pour les prochaines législatives. Décision prise à une large majorité par le Bureau national de la centrale. Cela dit, à la différence de Force ouvrière qui traditionnellement affiche sa neutralité politique, la CFDT fournit tout de même à ses adhérents un certain éclairage. Claude Guénaud. On s'était habitué à voir la CFDT prendre position au moment des élections. Le bon choix était à gauche. Cette fois-ci, rien de tel. La centrale d'Ennes-Montmer, selon son expression, n'appellera pas à un choix partisan. Mais il ne faut pas croire que la CFDT se retranche pour autant dans la neutralité. Notre problème, c'est d'être une organisation syndicale qui aura en face d'elle des interlocuteurs, quelle qu'en soit la couleur, et qui ira discuter avec eux, quelle qu'en soit la couleur, lorsqu'ils seront au gouvernement, quel qu'il soit. Bien, ça, c'est notre problème. Pour le reste, nous disons simplement, nous éclairons les choix
des gens qui nous font confiance, qui se sentent à l'aise dans la CFDT ou avec la CFDT, qui se retrouvent dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Nous leur disons, voilà, il y a un bilan, il y a des choses qui ont été faites, ça va bien sur certains points, ça va moins bien sur d'autres. Faites attention, il y a des dérives dangereuses, ici ou là, de tel et tel côté. Il y en a beaucoup plus du côté de cette droite libérale et destructrice que je décrivais tout à l'heure. Le libéralisme destructeur, c'est pour la CFDT l'un des dangers principaux avec le racisme. De ses rencontres avec les leaders de l'opposition, elle a d'ailleurs exclu Jean-Marie Le Pen. Elle n'a pas non plus rencontré les communistes. Si l'on procède par élimination, il ne reste plus qu'une certaine partie de la droite, celle qui n'est pas ultralibérale, et les socialistes. Un choix de cohabitation en quelque sorte, même si l'on sent que le cœur de la CFDT penche plutôt du côté du PS. Mais la majorité de demain sera probablement différente. La CFDT ne veut pas se situer du côté des perdants et laisser à Force ouvrière la place d'interlocuteur privilégié du futur gouvernement comme avant 81. À Dijon, les jurés de la cour d'assises viennent de condamner le meurtrier d'un policier à la réclusion criminelle à perpétuité et pour la première fois, ils ont suivi à la lettre les réquisitions de l'avocat général. Ils ont assorti la peine d'une mesure de sûreté de 18 ans. Cela veut dire que pendant toute cette période, le détenu n'aura ni permission de sortie, ni remise de peine. Mort du philosophe suisse Denis de Rougemont, la nuit dernière à Genève. Il avait publié en 1939 « L'amour et l'Occident », un livre qu'il avait fait connaître dans le monde entier. Il y soutenait la thèse que l'amour, tel que nous l'entendons aujourd'hui, n'est pas aussi vieux que l'humanité, mais qu'il a été inventé au Moyen-Âge par les troubadours d'Europe qui chantaient l'amour courtois. L'amour nous conduit naturellement au cinéma qui va nous révéler cette semaine un nouveau talent très précoce, Charlotte Gainsbourg. C'est le personnage central du nouveau film de Claude Miller, L'Effrontée. L'histoire est celle d'une adolescente un peu rêveuse, fascinée par la réussite artistique d'une gamine de son âge. Encore un jour. Un jour de quoi? Finis tes phrases, tu finis jamais tes phrases. Un jour d'école. Un jour d'école, c'est vite passé. On voit bien que c'est pas toi qui vas. Et puis le dernier jour, c'est pas vraiment l'école. Ils ont pas dit qu'ils feraient une fête. Ouais, mais leur fête, c'est toujours raté. T'as vu ce qu'elle écrit, cette vache-là? Intervention orale déconcertante, voire insaisissable. Oh, mais arrête de gigoter. Voire insaisissable ou dépourvue d'intérêt. En 4e, Charlotte devrait modérer son comportement fantasque. Comportement fantasque, mais elle est complètement défoncée, cette pauvre femme. De toute façon, j'en ai rien à cirer. Si tu bouges tout le temps, j'y arriverai jamais. T'es sûr que c'est comme ça? Ah, mais qu'est-ce que t'as ce soir? T'as avalé un sac de puces? C'est la croissance. Elle a grandi de 9 cm en 10 mois, je sais pas si tu te rends compte. Attends, voilà, si tu continues, à 18 ans, tu mesureras exactement 2,25 m. 2,25 m. Tu sais ce que c'est qu'une fille qui mesure 2,25 m? Phénomène de cirque. Tu seras un phénomène de cirque. Pauvre type, va, je te plains. La petite fille que vous jouez, est-ce qu'elle vous ressemble? Dans son milieu chez elle, pas tellement, mais peut-être dans ses sentiments quand elle... La façon... comment elle pense, comment elle réfléchit peut-être. C'est un moment difficile qu'elle vit en fait. Oui, mais peut-être agréable en même temps. Elle est belle cette petite Charlotte et vous trouvez en plus qu'elle a du talent, Henri Châtelier. Elle est tout à fait extraordinaire. Là, elle était intimidée parce qu'évidemment, une interview à la télévision, ça n'a rien à voir avec une scène de cinéma. Et Claude Miller a réellement tiré le meilleur de Charlotte Gainsbourg. Je pense que ce sera une très grande actrice de composition et une actrice pour laquelle on va écrire des rôles. C'est un genre qui a tout à fait disparu. Donc, si vous voulez, une sorte d'antistar qui ira extrêmement loin. Il faut voir le film aussi, à tout prix. Mais voici une autre star, c'est Zorro. Zorro, notre compagnon du samedi sur FR3 dans Disney Channel. Il fait la couverture de l'hebdomadaire VSD cette semaine parce que Zorro est le grand vainqueur d'un sondage réalisé par l'Ipsos auprès des enfants. Il reste, et de loin, leur héros préféré. Il va de soi, bien sûr, que Zorro et le sergent Garcia seront au rendez-vous demain soir sur FR3. Et puis un autre journal qui est de retour dans les kiosques, c'est les nouvelles littéraires. Il faut peut-être que je vous le montre comme ça. Le titre renaît sous l'impulsion d'une équipe totalement renouvelée qui nous promet en cette période électorale de nous parler de tout sauf de politique, tout un programme.
J'ajoute un résultat de football parce qu'il y avait ce soir un match avancé du championnat de France. Nantes a battu Metz 1-0. Les autres matchs seront disputés demain. Et puis voici encore les pronostics de M. Courtine pour le tiercé de Saint-Cloud. Il a choisi sur 26 partants demain le numéro 3, le 26, le 7, le 2, le 9, le 22 qui est son joker et le numéro 4. Voyons la bourse de Paris maintenant où les valeurs françaises terminent mal la semaine. Après la hausse des derniers jours, elles redescendent et le dollar également s'effrite un peu. Martine Thiébaut. Le dollar a connu ce matin à Paris un record d'immobilisme puisque son cours est resté inchangé par rapport à la veille. L'annonce d'une légère baisse du chômage américain en novembre a laissé les investisseurs perplexes et sans grande réaction. La bourse de Paris a terminé une semaine brillante et agitée dans la prudence. Suivant une fois encore les indications de Wall Street la veille, les investisseurs ont décidé de prendre des bénéfices, mais dans un marché toujours très animé. Les titres pétroliers sont parmi les plus touchés. Après l'activité frénétique et le record du Dow Jones franchi en séance hier, Wall Street se replie quelque peu ce soir. Il s'agit d'une correction technique normale, à moins que l'optimisme du marché n'ait été un peu entamé par l'annonce d'un gonflement de la masse monétaire américaine. Le temps demain, des nuages et de la pluie sur toutes les régions au nord de la Loire. Cette zone de pluie se déplacera dans la journée jusqu'aux Pyrénées et au Massif central. À l'arrière, un temps instable avec des averses sur la Bretagne. Les températures, vous allez le voir, seront demain nettement plus fraîches que celles de ces derniers jours. En fait, elles rejoindront, dit la météo, la normale des moyennes saisonnières. Demain soir, nous deux rendez-vous, 19h, la première édition avec Elisabeth Kelidjian et je vous retrouverai à 21h50 pour l'édition de la soirée. Dans un instant, une première sur FR3, celle du nouveau magazine de Pierre Ostian et Jean-Pierre Locatelli, Montagne, magazine réalisé en direct de Val d'Isère, dont l'invité est Jean-Claude Killy. Et avant, je vous rappelle, comme d'habitude, les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Attentats en série en Belgique et en France où pour la première fois apparaissent les cellules communistes combattantes. Kaufmann et Seurat, la piste qui passe par Nadi Berri semble se préciser. Fin du voyage de François Mitterrand aux Antilles, il demande aux indépendantistes de renoncer à la violence.